Bonjour à vous. On l'a appris dès hier. Emmanuel Macron a annoncé que la France ne voterait pas pour l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc la France s'oppose frontalement, même en minorité. Votre première réaction à cette annonce du président Macron ? Enfin, on a une réponse à peu près claire du président de la République. Il faut rappeler d'où on part. Cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, en réalité, ce sont des négociations qui ont duré, qui sont étendues depuis près de 20 ans et qui concernent... presque 29 ans. Exactement. Qui concernent pour le Mercosur, donc cette partie du globe, le fait de pouvoir exporter de la viande bovine, des volailles, du sucre, de l'éthanol sans droit de douane au sein de l'Union européenne. Et pour les Européens, de pouvoir exporter notamment des automobiles européennes ou des industries, des produits issus de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Donc nous allons sacrifier notre agriculture pour espérer de faire tenir l'industrie automobile notamment. Et pendant toutes ces années de négociations, notamment singulièrement depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il y avait eu des moments où on pouvait véritablement et efficacement s'opposer à ce traité de libre-échange. Notamment en 2020, puisque l'Allemagne était opposée à ce traité de libre-échange, Angela Merkel. Et là où Emmanuel Macron aurait pu prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre l'ensemble des pays européens de s'y opposer, eh bien, il ne l'a pas fait. Oui, mais alors ce que vous dites laisse bien entendre que le non d'aujourd'hui... Mais il ne compte pas. Ne sert à rien. Il ne compte pas, il ne sert simplement pour Emmanuel Macron qu'à conserver une forme de... Voilà, conserver un peu la face par rapport à la colère qui s'élève, que ce soit de la part des agriculteurs, mais aussi des consommateurs, des élus locaux, de l'ensemble des parlementaires. Et de toutes les oppositions. Exactement, qui se sont opposés à ce traité. Et il va se retrouver assez seul en réalité lors de ce vote, alors que nous aurions pu faire une coalition majoritaire contre ce traité de libre-échange. Et là, il va se retrouver avec la Pologne et l'Irlande assez isolés sur la scène européenne contre ce traité. Donc c'est un non censé calmer la crise agricole, ce qui n'est pas le cas à l'instant où on se parle, de calmer les oppositions, et ce n'est pas le cas au moment où on se parle, puisque par exemple, alors les Républicains avaient menacé de censurer si la France ne votait pas contre, et le Rassemblement national, dans cette affaire, décide quand même de déposer 2 motions de censure, une à l'Assemblée nationale en France et une contre la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. Donc en fait, non seulement ce non ne pèse pas en Europe, mais ne va pas servir à grand-chose en France. C'est vous diriez quoi, une défaite de la stratégie de l'exécutif ? En fait, c'est la révélation de tous ces atermoiements d'Emmanuel Macron au fur et à mesure de l'avancée de ce traité. Il faut se rappeler que ce traité, il a été négocié aussi de manière très poussive par la Commission européenne et la France ne s'y est pas opposée. En novembre 2025, Emmanuel Macron se disait plutôt favorable à ce traité de libre-échange. Oui, il le disait avec Lula, président du Brésil. Mais... Oui, mais enfin, mais c'est pour préciser. Exactement, mais il y a eu une tergiversation, certains parlaient de trahison à ce moment-là. Mais donc cette absence de constance d'Emmanuel Macron, cette incohérence, je vais le dire franchement, nous fragilise au niveau de l'Union européenne parce que nous aurions pu avoir une majorité contre ce traité de libre-échange lors de ce vote de vendredi si nous avions bien pris notre bâton de pèlerin pour aller convaincre. Et puis surtout, nous n'avons pas répondu à tous les enjeux que pose la crise agricole et qui pose légitimement. C'est ce que j'allais vous dire. La fin du film pour le Mercosur, c'est sa ratification a priori le 12 janvier au Paraguay avec Ursula von der Leyen, mais c'est surtout que la crise agricole, elle perdure. Alors, la crise sanitaire, c'est particulier, mais sur le modèle économique, sur les difficultés qu'ont les agriculteurs, dont on parle depuis 2 ans de manière très aiguë, avec plusieurs premiers ministres à la manœuvre, tout ça va rester larvé, ou est-ce que vous pensez qu'on va vers une période encore plus compliquée avec des agriculteurs qui sont certes contents du non, mais qui savent qu'ils vont malgré tout avoir les conséquences du traité. Mais d'autant plus que la parole politique est totalement décrédibilisée. Quand on a l'ensemble des parlementaires qui refusent ce traité et qu'en novembre 2025, Emmanuel Macron se dit toujours favorable à ce traité, il n'y a plus de prise de parole, j'allais dire, crédible de la part du président de la République et de son gouvernement. Les propositions... Ça démonétise encore un peu plus la parole politique mais bien sûr. Que celle du président de la République.
de son camp singulièrement, mais je crois que ça entache l'ensemble de la parole politique. Les propositions, elles sont sur la table, elles ont parfois même été adoptées à l'Assemblée nationale. Je pense à la proposition de loi de ma collègue Marie Pochon sur les prix planchers. C'est une revendication majeure, la rémunération des agriculteurs. Cette proposition de loi, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il faudrait simplement que le gouvernement l'inscrive à l'ordre du jour du Sénat pour que nous puissions, au lieu de voter la loi Duplon qui réintroduit des néonicotinoïdes, avoir une proposition de loi qui réponde à la première préoccupation des agriculteurs, leur rémunération. Alors on verra si il y a des évolutions après la signature. On va voir déjà ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui et si effectivement c'est ratifié au Paraguay. Mais pour autant, vous n'êtes pas complètement d'accord non plus avec les solutions préconisées par certains agriculteurs. Donc c'est-à-dire que ce débat-là, il va redevenir franco-français avec un accord avec le Mercosur qui va chapeauter tout ça. C'est pas prêt de se calmer. Alors, ce n'est pas le seul traité de libre-échange et ce n'est pas les seuls risques qui pèsent aujourd'hui sur l'agriculture française. Le principal risque, c'est le réchauffement climatique. Quand on a des vignobles à Bordeaux qui n'arrivent plus à produire assez et on se demande quelles sont les prochaines cultures qu'il va falloir développer. Est-ce qu'il faut développer du kiwi, de l'abricot dans la région bordelaise pour stabiliser les revenus de ces viticulteurs? Ou bien quand on a des épisodes climatiques comme on les connaît actuellement, qui peuvent aussi avoir un certain nombre de conséquences. Et bien sûr, les zoonoses, ces crises sanitaires qui se développent et pour lesquelles nous n'avons toujours pas de plan crédible de la part du gouvernement, c'est ça le risque majeur qui pèse sur l'agriculture. C'est un sujet français, européen, mondial, mais nous devons avoir des réponses très concrètes vis-à-vis de nos agriculteurs. Alors on va parler de budget, c'est le jour sans fin, comme en 2025, on n'a toujours pas de budget, on en aura peut-être un en 2026. On reparle du 49 alinéa 3. Vous n'êtes pas allé à Bercy mardi discuter avec les différents ministres du secteur. Par définition, vous voteriez contre ce budget. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous absteniez ou que vous votiez pour? Ça, c'est pas parti pour. C'est pas par définition, c'est par lecture très concrète de ce qu'il y a dans ce budget. Nous avons eu tout d'abord un budget qui a été rejeté par l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, nous n'avons voté qu'une partie, mais ensuite, c'est le Sénat qui l'a complètement détricoté. Nous partions déjà d'une copie très, très néfaste pour les Françaises et les Français. Avec la copie du Sénat, c'est la catastrophe. Et pourtant, c'est le gouvernement qui a choisi de reprendre la copie du Sénat, qui n'avait déjà pas fait l'objet de consensus, et pour lesquels il demande qu'il y ait encore 12 à 15 milliards d'euros de dépenses en moins ou de recettes supplémentaires. Hier, nous avons eu le début de la discussion budgétaire en commission des finances. Il s'agissait notamment d'aller chercher des recettes supplémentaires sur les plus grandes entreprises, les 400 entreprises qui font 1 milliard d'euros de bénéfices sur le territoire français. Eh bien, alors que cette surtaxe qui avait été acceptée à l'Assemblée nationale, pour lesquelles le gouvernement donnait aussi son assentiment, cette surtaxe a été refusée. Il n'y a pas eu de majorité, alors que nous avions fait des amendements de repli, c'est-à-dire de proposer des rendements moins importants sur cette taxe. Donc à vous entendre, vous voteriez contre, on n'en est pas encore là, les débats vont avancer, mais ça veut dire Rassemblement national, vous, les Insoumis, les communistes votent contre, on ne sait pas ce que font les socialistes, peut-être une abstention, mais ça veut dire que ce budget, si on fait les calculs aujourd'hui, si le gouvernement veut un budget pour la France, c'est un 49.3 ou des ordonnances. Alors, cette responsabilité de ne pas avoir de budget, de se mettre en fait dans cette seringue-là, c'est celle du gouvernement. Je vous dis, il a fait le choix de reprendre le texte du Sénat. Il fait le choix de faire une alliance principalement avec celles et ceux qui refusent la taxation des plus hauts patrimoines, des plus grandes fortunes et des entreprises les plus prospères de notre pays, alors que nous avons besoin de répartir la charge. C'est aussi un budget qui ne va pas investir, notamment, on parlait de la crise climatique, dans ces investissements qui sont nécessaires, que ce soit pour les collectivités territoriales, mais aussi pour l'État lui-même. Donc ce budget est de très mauvaise facture et c'est la responsabilité du gouvernement de le proposer. Ensuite, la manière dont il va le soumettre au vote. S'il passe par 49.3, là encore, Sébastien Lecornu nous a dit, cœur sur la main, qu'il souhaitait que les parlementaires s'expriment. S'il revient sur sa parole, dont acte, c'est pas la première fois qu'un macroniste le fait. S'il passe par ordonnance, c'est bien pire. Ça veut dire que le Parlement ne s'exprime pas du tout. Les ordonnances, c'est simplement, on prend une copie du budget du gouvernement et
et il est ensuite appliqué. Donc il n'y a pas de vote. Peut-être que nous aurions un projet de loi de finances rectificative pour s'ajuster à un certain nombre de choses au cours de l'année. Mais ça se fait déjà quand on a des budgets. Finalement, l'Assemblée est depuis longtemps habituée à ne pas voter ces budgets, mais c'est encore une fois la responsabilité de M. Lecornu. Bon, nous verrons bien, nous serons vite fixés. Il nous reste 30 secondes, je voudrais qu'on parle des municipales avec un gros enjeu pour les écologistes. Vous avez bénéficié d'une vague verte en 2020 en prenant les villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon, Tours et en gardant Grenoble. On dit que beaucoup de mairies sont en danger. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'écologie au quotidien qui peut faire que vous gardiez ces villes? Je voudrais qu'on regarde simplement ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, Trump est en train d'avoir une politique extrêmement brutale à l'égard des citoyennes et des citoyens de son pays. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, ce sont les villes qui vont pouvoir nous protéger, vous protéger, exactement comme le fait le maire de Chicago, la maire de Boston, le maire de New York vis-à-vis de la violence des États-Unis. Eh bien, nous avons aussi besoin d'avoir des villes qui protègent vis-à-vis d'une politique ultra-autoritaire, ultra-violente que promeut le Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des villes écologistes qui restent en place.